Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Crypto Trading. On est ici dans les bureaux de BT SA avec Alexis Russell qui va nous parler un petit peu de son activité au sein de Neuchâtel. Donc c'est le CEO de l'entreprise, le fondateur, donc il va nous expliquer un petit peu son parcours et puis les ambitions de l'entreprise, toutes ces choses-là. Alors je vais te laisser la parole, je pense que le mieux c'est que tu te présentes tout simplement. Que je me présente, ok. Donc Alexis Russell, donc je suis le cofondateur de BT. On a lancé ça d'abord sous un autre nom qui s'appelait SBEX. On a lancé ça en fin 2013. Enfin, milieu 2013, c'est là où l'idée elle est venue. Et puis fin 2013, on s'est vraiment lancé et on a fondé la société en janvier-février 2014. Et en fait, la première partie, ça a été de faire tout l'aspect régulatoire. Et moi, en fait, j'ai un background, je suis juriste, spécialisé en nouvelles technologies. Et puis, j'étais assez actif. Enfin, en Suisse, les gens me connaissent aussi, en Suisse romande, parce que je suis assez actif dans le domaine de la protection des données, de la politique et de la technologie de manière générale. J'ai été président du Parti Pirate Suisse pendant 2 ans, juste avant, en même temps. Donc en fait, c'est aussi, moi, ce qui m'a permis de me lancer, ça a été d'avoir en fait toute cette réflexion politique, sociale sur la société numérique. Et puis le Bitcoin, depuis 2010, 2011, je le voyais évoluer. Et ça faisait du sens en fait dans tout ça. Voilà. Donc à un moment donné, quand il a fallu commencer à vouloir faire du business aussi, à lancer des activités, la crypto-finance était évident très très tôt pour moi. Voilà. En fait, on aimerait savoir un petit peu comment fonctionne le business model finalement de BT. Déjà un petit peu l'activité précisément, comment elle se constitue, comment elle s'articule, et puis comment elle fonctionne, comment fonctionne l'entreprise. Le but premier de BT, c'était en 2013, c'était de dire, on voit bien, on avait tout de suite conscience que le réseau Bitcoin, alors, au début c'était principalement le réseau Bitcoin, c'était un réseau sur lequel les gens allaient pouvoir construire des projets en utilisant le réseau comme appui en fait économique, comme système de valeur et puis comme moyen d'échanger de la valeur. Et donc la question c'était en Suisse, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens puissent faire ça? Et puis la première chose, c'est que les gens ils doivent pouvoir avoir le jeton, le Bitcoin. Il faut bien qu'ils l'aient pour qu'ils puissent, qu'ils le trouvent. Voilà. Alors on a regardé la situation en Suisse et c'est vrai qu'il n'y avait rien. Il y avait un peu local Bitcoins, il y avait finalement rien et les gens devaient aller à l'étranger dans des trucs. Les premières personnes que je connaissais, ils avaient des comptes à ce moment-là chez Mt. Gox et des trucs qui n'étaient pas forcément il y avait ni une bonne réputation ni très transparent. Donc on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire en Suisse. Mais le but c'était vraiment d'abord acheter et vendre des bitcoins. Voilà. Mais dans cette perspective de dire une fois que vous pouvez acheter et vendre, vous pouvez construire votre projet. Donc après on a commencé, on a regardé et on a vu que finalement c'est le rôle de broker en Suisse. Donc broker c'est vous venez chez moi et puis c'est comme un bureau de change, vous achetez et vous vendez au bureau de change. C'est pas une plateforme de trading, c'est pas une banque, c'est pas une bourse d'échange. Tout ça, toutes ces choses-là vont venir en Suisse, mais elles ont besoin de... c'est un environnement qui est très cadré. Et dès le début, on a compris que c'était très très cadré. Si vous voulez être une banque, il faut une licence bancaire. Et puis si vous voulez être une bourse, il faut aussi avoir des exigences qui sont assez élevées. Il faut aussi des licences. Donc c'est pour ça qu'en Suisse, par exemple, on voit qu'il n'y a que des brokers. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres acteurs où on peut acheter et vendre des bitcoins. Et voilà, c'était ça qu'on faisait. Maintenant, nous, de ça, on a fait une base qui est le change entre l'ancien monde et le nouveau monde, que les gens puissent passer de l'un à l'autre. On connaît les business models des gens des deux côtés, on connaît les régulations des deux côtés, parce que pour nous, le monde du Bitcoin, chaque blockchain a des règles extrêmement strictes qu'on doit suivre, qui nous sont imposées. Pareil, le monde classique suisse a des règles qui nous sont imposées, et puis nous, on essaie de faire le lien entre les deux. Donc on est soumis à 2 systèmes de règles. Et puis en fait, ce que
nous, notre vision, c'est vraiment à terme de permettre d'être une plateforme d'outils de développement qui peut ressembler à une banque, mais dans laquelle les gens vont toujours garder en contrôle leurs fonds. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on va redévelopper toutes les activités dans le monde, dans l'économie du blockchain, en fait. Ce qui m'intéresse à terme, c'est d'avoir comme clients des gens qui, par exemple, des entreprises qui ne veulent pas avoir de compte bancaire. Et ça, on commence à en voir en Suisse apparaître. Il y en a une petite dizaine. Et puis, elles ont quand même besoin d'un lien avec le monde physique ou d'un lien avec l'ancien monde. Donc nous, on fournit ce lien-là. Puis en même temps, on est aussi une entreprise qui a une certaine infrastructure. Et donc, voilà, on met ça à disposition comme outil pour d'autres projets pour se construire dessus. Voilà. Pour les individus, on veut que les individus puissent venir chez nous, bénéficier justement de ces liens avec ces anciens réseaux, puissent bénéficier dans la jungle des projets blockchain, puissent bénéficier en fait d'une certaine expertise de notre part, parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses que c'est un peu difficile de faire la différence entre ce qui est un scam, ce qui est vrai ou pas. Donc nous, on joue notre réputation là-dessus en disant bon, voilà ce que vous pouvez faire chez nous. Nous, on met notre réputation en jeu par rapport à ça, mais ça donne une sorte de confiance pour l'utilisateur vient et en fait finalement nous achète notre expertise de savoir là où on est actif en fait. On a refusé beaucoup de coins par exemple parce qu'on ne voulait pas que les gens se retrouvent après dans une situation où ils ne savent pas quoi faire avec. Je pense que la confiance c'est quelque chose qui est très important. Oui, alors c'est drôle parce qu'on construit, on a des outils de base où on dit que c'est trustless, hein, on enlève une partie de confiance. En réalité, il y a des nouveaux intermédiaires qui apparaissent. Nous, on en est un. Et on joue sur cette notion de confiance, mais la confiance, elle est passée à un autre niveau. Voilà. C'est-à-dire qu'on va nous faire confiance pour notre expertise, mais on va pas, et nous, on ne veut pas que les gens nous fassent confiance pour leur argent. Donc c'est pour ça qu'on va dire, on tient pas, on garde pas les dépôts. Vous pouvez nous faire confiance sur l'exécution. Si vous faites une transaction avec nous, on vous garantit l'exécution. On vous garantit l'exécution là où on est, que ce soit en francs suisses ou en bitcoin ou en ether. Mais par contre, voilà, on ne garde pas les fonds parce qu'on sait que dans ce domaine-là, c'est une confiance qui est très difficile à obtenir. Tout à fait, ouais. Super. Ouais. Pour vos aspirations personnelles, pendant l'avenir dans le monde de la blockchain, de la crypto-monnaie, comment est-ce que vous voyez un petit peu votre avenir dans ce milieu-là? Alors l'avenir mon avenir à moi ou de la société? Oui, non, vraiment personnel. Alors, vraiment personnel. Votre aspiration à vous. J'espère que ce que j'amènerai en fait, c'est un peu de calme dans un univers qui va être très très mouvementé en fait. Et même, moi j'ai même peur aussi que ça puisse devenir assez violent aussi. C'est-à-dire que quand vous avez une économie qui se reconstruit avec des bases peer-to-peer, les gens qui n'ont pas du tout conscience des implications qu'ont le peer-to-peer en termes de gouvernance, et on voit déjà un peu la violence que Internet a pu susciter dans certains pays. Ça peut être très violent aussi quand vous avez toute une crypto-économie qui remplace une économie existante et que les anciens gardiens de l'ordre ou les anciens gardiens des ficelles de l'économie ont plus de pouvoir. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Ça bouleverse beaucoup. Et en Suisse, on a cette tradition, cette manière de faire qui fait que, voilà, comme on est tout le temps en train de discuter et en train de mettre tous les problèmes sur la table et essayer de les résoudre à notre niveau local, on arrive à garantir une sorte de stabilité. Moi, c'est un peu ça que j'aimerais apporter. C'est qu'en faisant le travail, en faisant le jeu des communautés en Suisse, d'amener les choses correctement, d'expliquer les choses correctement et de jouer les règles du jeu local, finalement, on puisse faire cette transition en Suisse de manière calme, pas forcément ordonnée, mais en tout cas calme, et puis en saisissant les opportunités qui sont les bonnes. Ok,
Super, merci bien. Parce que du coup, vous pensez que ça va être encore bien plus explosif qu'on a déjà vu finalement parce que on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu de ce qui se passe, d'accord. Oui, on n'a encore rien vu parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun système, il n'y a aucune économie, aucun service majeur qui tourne sur la crypto-économie. Il n'y a encore rien. On est dans du développement. Alors, on voit les révolutions, on voit les changements se passer. Aujourd'hui, par exemple, le gros changement qui a eu lieu, qui est vraiment la première adoption massive du monde des crypto-monnaies, c'est ces ICO, où d'un coup, quand on veut lancer un nouveau projet, au lieu de lever des fonds de manière traditionnelle, on va aller chercher sous forme d'ICO. Alors même s'il y en a beaucoup il y a beaucoup de points d'interrogation, mais on voit quand même un chiffre qu'aujourd'hui, si on veut investir dans quelque chose d'innovant, ça va être sous forme d'ICO. Donc, et ça, les régulateurs le voient, par exemple, et ils ne peuvent pas jouer contre l'économie. Donc, en fait, le phénomène des ICO, il va être accompagné et on va le laisser faire parce que pour moi, c'est la nouvelle forme pour construire un projet ou une entreprise. On passera par une ICO. Après, il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faut encore que les ICO d'aujourd'hui oublient, mais voilà. Donc, et ça, c'est un truc qui se passe maintenant déjà. Mais encore, voilà, ça gêne quelques personnes, ça gêne les VC, les investisseurs qui ne comprennent pas tout comment ça fonctionne. Mais ça ne bouleverse pas encore les fonctionnements de base de l'économie. Et donc, quand il y aura vraiment toute une économie financière d'un pays entier ou des gros pans qui seront passés sur les systèmes de valeur de crypto-monnaies pour baser leur activité et où il y aura des contrôles qui n'existeront plus ou des moyens de pression qui n'existeront plus, à ce moment-là, oui, là, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Et pour l'avenir de l'évolution finalement de votre entreprise qui est déjà assez grande aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous avez déjà à peu près 20 employés ici, à peu près. On est 25. Oui. 25 employés déjà, ce qui est, je pense, la plus grande entreprise en Suisse qui a des employés dans le monde de la non, il y en a peut-être une à Zug qui est peut-être plus grosse. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est une des plus grosses entreprises en termes d'employés, en tout cas qui est dédiée à ça. Ok, parce que comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre entreprise d'ici une année en 2019, en 2020? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'employés? Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Ou est-ce que vous voulez juste rester comme vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous voyez... Non, l'ambition elle est forte parce qu'on veut être vraiment une plateforme retail accessible à travers le monde. Et je pense qu'on a pas mal d'avantages là-dessus. En fait, on veut que quelqu'un qui va venir sur la plateforme BT, il aura son wallet d'un côté, donc ses avoirs, il les aura d'un côté, et avec nous, il aura plein de connexions. Avec le monde euro, le monde franc suisse, le monde dollar, les autres blockchains. Et avec ça, en fait, ce qu'il pourra faire, c'est que on dit que le Bitcoin permet à n'importe qui de mettre en place un business à travers le monde, c'est vrai, mais là en plus, ils vont pouvoir accepter des factures en euros avec un plugin en fait. Hein, c'est un peu l'idée. L'idée c'est vraiment ça, c'est que on veut vraiment faciliter que la personne, même si elle est en Chine, elle peut dire je peux accepter une facture en euros. Même pour 100 €, ça va avoir un coût qui soit raisonnable et lui il sait qu'il va recevoir ça en crypto-monnaie dans son endroit de la planète. Ça c'est le genre de service qu'on peut faire. Donc on se voit vraiment comme une banque du futur, mais une banque dans laquelle il n'y a pas forcément de dépôt, ou en tout cas s'il y a des interactions de dépôt, c'est des dépôts. C'est de la multisignature, c'est des dépôts où on n'a pas vraiment le contrôle, on peut trouver des étapes intermédiaires en fait. On travaille beaucoup sur les payment channels et sur ces notions de compte, d'argent qui est commité mais qui n'est pas déposé. Et puis donc en fait on veut pouvoir en fait fournir cette expérience de la banque du futur, à la fois pour quelqu'un qui aurait aucune idée, qui a envie de continuer à marcher en francs suisses ou en euros, et en fait il peut avoir tous ces services de banque classique en France en euros, mais en fait il ne se rend pas compte qu'il tourne entièrement sur une blockchain. Voilà.
Et en même temps, les entrepreneurs, les hackers, les geeks, les traders, les utilisateurs poussés, ils vont pouvoir avoir du open banking, accès à une API, accès uploader eux-mêmes leur smart contract pour les connecter aux nôtres. Voilà, enfin, c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'on peut avoir deux expériences. On a une plateforme qui est à disposition et puis on a deux expériences pour avoir l'expérience classique de la banque. Comme d'ailleurs, en fait, ce que j'utilise comme modèle, c'est les services d'accès à Internet, les ISP, ou les fournisseurs d'accès à Internet, FAI. On se rend compte qu'au début, quand Internet a été construit, tout le monde fournissait un modem. On donnait accès à Internet. Et puis, et les opérateurs téléphoniques à ce moment-là, ils fournissaient un service principal qui était le téléphone. Et ils se focalisaient là-dessus. Et puis aujourd'hui, on fournit Internet. Il y a eu une inversion d'infrastructure et on fournit Internet avec une box et dessus il y a plein de services. Il y a directement la vidéo, il y a la télé, il y a Internet de manière générale, en fait tout passe par Internet. Il y a aussi le téléphone. Le téléphone il est toujours là, ok. Et puis il est toujours là avec un numéro de téléphone qui ne sert à rien parce qu'en termes de routage on n'a plus besoin du numéro de téléphone. Mais en fait, votre grand-mère, si elle utilise le téléphone aujourd'hui, elle l'utilise de la même manière qu'elle l'utilisait à l'époque. Elle a un numéro de téléphone. Alors ça fait pas tac 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 tac, ça fait bip bip bip. C'est un peu différent, mais ça fonctionne de la même manière. Voilà. Et donc nous, ce qu'on voudrait arriver, c'est avoir aussi de pouvoir servir en fait des gens. Ils utilisent leur carte de débit, leur e-banking, leurs outils financiers sans se rendre compte de la différence. Mais ça fait plus tac 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 tac, ça fait bip 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 bip. Voilà. Alors, on imagine que vous avez des partenaires. Vous n'êtes pas tout seul, hein, vous avez des partenaires peut-être externes. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit éventail rapido comme ça et puis savoir aussi à quoi, enfin, dans quelle mesure ils rentrent dans votre activité et comment ils viennent se connecter dessus? Alors, nous, on a une politique de développer beaucoup de choses en interne. C'est pour ça qu'on a une grosse équipe et c'est principalement une équipe de développeurs. On a 60-70% de notre personnel qui est ingénieur et développe. Maintenant, on a des partenaires. Alors, c'est principalement des partenaires locaux. On fonctionne avec l'écosystème à Neuchâtel, que ce soit True Level, qui est une société de recherche, que ce soit le cabinet d'avocats à Neuchâtel, qui se spécialise dans les crypto-monnaies. Et puis voilà, puis on a la chance aussi d'être bien connecté avec l'État et puis de travailler avec la banque cantonale de Neuchâtel. Donc, voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a un aspect communautaire local qui est assez fort, qui est bien construit et puis les gens travaillent entre eux. Voilà. Et on voit que ça amène quelque chose de positif. Après, on travaille aussi avec quelques partenaires sur Zug, parce que Zug est un peu l'endroit où beaucoup de choses se rapprochent, mais là-bas on est plus vu comme un service provider. Donc nous, voilà, c'est ça on vient fournir des services à Zug et à Zurich pour des clients qui eux développent justement des projets. Donc ça on fait ça. Après, c'est vrai qu'après à l'étranger, nous-mêmes on est clients, on est utilisateur de services. Les plus grands partenariats qui sont visibles actuellement, par exemple, c'est MyEtherWallet. Le swap sur MyEtherWallet, Bitcoin, Ether Bitcoin, il est fait par nous. Et puis on espère avoir rajouté des monnaies sur cette interface-là et aussi être intégré dans d'autres wallets. Voilà. Ça, c'est les partenariats les plus visibles. Et votre relation un petit peu avec la promotion économique, vous avez une bonne relation ou comment ça se passe? Non, alors c'est une bonne relation. Alors c'est une relation, c'est surtout on se connaît et puis la promotion économique nous pose des questions parce qu'évidemment eux ils connaissent pas, enfin ils ont une vision différente de la nôtre. Hein. C'est vrai que c'est moi qui suis allé les premiers à aller les voir. Ça c'était au tout début. J'ai fait une approche très ouverte et je suis allé voir la promotion économique en disant hey, on s'installe ici. Ça c'était en 2014, voilà, c'est les premiers contacts avec la promotion économique, c'était en 2014. Donc
ça nous a permis finalement d'être bien connectés. Ils ont toujours su ce que l'on faisait et puis voilà, l'information circule et puis si on a besoin des fois de contact, hein, c'est un bon lieu d'échange en fait pour ça quoi. Je veux dire, nous on se connaît aussi à travers la promotion économique en partie. Exactement. Voilà, donc il joue vraiment ce rôle de connecteur au sein de l'économie locale. Voilà. Et puis et donc ça c'est une très très bonne chose. Ouais. On a vraiment un État, je pense que c'est ça la force comparé aux autres cantons, c'est qu'à Neuchâtel, c'est le canton, il y a vraiment 3 cantons qui font du blockchain, en tant que voilà, où il y a vraiment une activité blockchain qui se développe, disons 3,5, il y a Zug, Zurich ensemble, on va dire, voilà, Neuchâtel et Genève. Et Neuchâtel, c'est celui qui dit rien en fait, hein, en termes de médias, on n'entend pas parler. L'État fait pas du tout la promotion de ça, mais par contre c'est là où l'État a le meilleur rôle. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un rôle de facilitateur pour l'industrie. Et ça, il est effectif puisqu'il y a du business qui se crée, il y a des jobs qui se créent, et on arrive à faire des choses que d'autres cantons ne savent pas faire. Donc un grand merci pour la promotion économique de Neuchâtel, il faut quand même le dire, parce que ça permet vraiment de faire des connexions et nous on en bénéficie pour ne pas dire que c'est juste sur le papier, ça marche vraiment sur le terrain. Exactement. Voilà, donc merci la promotion économique de Neuchâtel. Un petit coucou à Nicolas. Voilà, un petit coucou à Nicolas. Ok, donc vous aurez remarqué aussi qu'on est dans un endroit un tout petit peu bruyant. Ouais. C'est normal, c'est un open space, donc c'est des nouveaux locaux. Ouais. Vous avez un système de management dans cette entreprise qui correspond un petit peu plus à Google, ou enfin, comme ça au premier coup d'œil, on dirait un petit peu qu'on est chez Google. Est-ce que c'est très hiérarchisé? Est-ce que c'est très horizontal Alors, bon, c'est toujours c'est toujours difficile hein, quand on a ce qu'on imagine, ce qu'on espère, et puis après il y a la réalité. On veut un système le plus horizontal possible parce qu'on pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui fait du sens dans l'économie d'aujourd'hui. Après, il y a quand même des fondateurs, et quand même moi, si je dis quelque chose, ils vont quand même tous essayer de faire comme je dis. Donc bon, mais ça c'est normal. Donc après, nous ce qu'on fait, c'est que la vision, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer des nouvelles structures, des nouvelles entreprises dans l'économie, dans la crypto-finance. Et ces entreprises-là, si on veut qu'elles perdurent dans le temps, il faut adopter certains nouveaux codes. Et il y en a un, je veux dire, dans 50 ans, les dirigeants, c'est les gens qui naissent maintenant, ou dans 20 ans, les dirigeants, ce seront ceux qui commencent à travailler aujourd'hui. Donc il faut que les entreprises, si elles veulent pouvoir durer, elles soient adaptées aux gens qui sont du monde du numérique. Et aujourd'hui, beaucoup de structures classiques, les banques classiques, ne sont pas organisées dans ce monde-là. En gros, si je schématise, si on veut survivre aujourd'hui en long terme pour une entreprise ou créer une entreprise pour long terme, il faut qu'elle soit adaptée aux millennials, en fait. C'est ça, hein, voilà. Moi, ça y est, j'ai trouvé le tag moi, je suis ce qu'on appelle un xénial, c'est ce juste là entre les deux. Ils sont nés un peu tôt, mais j'avais accès à Internet très très tôt, mais j'avais pas quand même le téléphone, mais bon, j'étais connecté, voilà, mon premier ordinateur en 81, voilà, donc voilà, donc un xénial. Oui, tu tapes xénial et tu trouves. C'est un peu comme un mec génial, mais dans la techno-geek étude. Voilà, ouais. On dit aussi un bridge. Donc je suis un bridge, voilà, moi je suis un bridge, mais je suis conscient aussi que voilà, la manière dont on organise le travail au XXIe siècle sera différente. Donc il faut tout de suite essayer d'adapter ça. Maintenant, le problème, c'est que comme on ne sait pas à quoi ça va ressembler, il faut le construire avec une culture qui est adaptive en fait. Et puis de toute façon, on est dans un mode itératif et très adaptif. Parce qu'on ne sait même pas non plus aussi à quoi vont ressembler nos users, à quoi vont ressembler nos services dans 10 ans. On doit toujours être en fonction de comment la technologie évolue, comment les gens évoluent. Donc on doit être dans un mode complètement itératif constamment. Et donc, nous, ce qu'on fait, alors ça, c'est un point qui est important qu'on a ici, et puis c'est qu'on est très ouvert et conscient du travail qu'on a à faire sur notre culture interne, culture de société, et on est très, voilà, on veut mettre les gens dans un environnement où ce soit agréable. Ça, c'est une chose, mais en même temps, c'est un environnement où ils travaillent beaucoup sur prendre en main eux-mêmes l'entreprise.
et travailler sur les éléments culturels pour qu'ensuite on puisse aussi, quand on recrute quelqu'un, il puisse comprendre exactement qu'est-ce qu'il va faire dans cette société-là. Évidemment, c'est vrai que le plus simple aurait été de reprendre une structure hiérarchique classique, de la mettre là, et puis d'expliquer aux gens, on est une entreprise classique, et puis toute personne qui vient sait exactement comment ça fonctionne, parce qu'il y a plein de modèles sur le marché. Voilà. Là, il existe des modèles, hein, évidemment, bien sûr, et ça vient beaucoup de la Silicon Valley, ça vient beaucoup d'endroits comme ça. C'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas forcément l'habitude de ces modèles-là, mais il y a quand même des entreprises qui sont comme ça. Mais il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Donc moi, mon rôle, c'est justement de m'assurer que les gens aient la possibilité, puissent s'organiser pour découvrir tout ça. Sinon, pour chez BT, vous proposez du coup sur votre site internet des crypto-monnaies, dont surtout je pense le Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies également que vous proposez à vos clients? Et puis pourquoi d'autres crypto-monnaies? Pourquoi celle-là? Pour l'instant, on en propose 2, Bitcoin et Ether. Voilà. Et puis on propose un token qui est le REP. Alors, pourquoi est-ce qu'on est limité à Bitcoin et Ether? On est en fait dans ce monde complètement dingue, on est hyper conservateur. Ça paraît idiot, mais voilà, on est hyper conservateur. Pourquoi? Parce que je veux pas vendre du vent aux gens. Je veux pas que mes users reviennent en disant ouais, mais tu m'as vendu ça et puis maintenant j'en fais quoi? Ça vaut plus rien, ça n'existe plus, il n'y a plus rien qui se passe. Moi, quand on se connecte à une communauté, d'abord on la comprend. On tourne des nœuds, on sait comment fonctionne la plateforme, et puis on a conscience de comment les évolutions se font, on sait où va cette communauté, et on est très proche, de développeurs cœur Bitcoin, on est proche de la communauté de développeurs de Ether, on les connaît, et certains nous connaissent. Voilà. Donc l'engagement qu'on a dans les deux communautés est assez fort en fait pour une société. Et puis on rend service aussi à ces communautés. Alors, on a beaucoup rendu service à la communauté Ether dans différentes situations. Donc ça c'est la première chose, c'est que nous on veut vraiment savoir où on est. Donc rajouter juste un coin comme ça d'un réseau qu'on ne connaît pas. Après l'autre chose c'est que on veut que nos users, nous on soit une plateforme pour qu'eux puissent développer leur business. Alors, donc, c'est pas juste, ouais, je veux acheter, vendre tel coin, c'est non, je veux monter un business avec tel coin. Alors ça, c'est intéressant. Si quelqu'un vient avec ce genre de demande-là en disant, moi, je veux monter mon truc avec tel coin, c'est là où, pour nous, c'est un trigger, c'est quelque chose qui va nous permettre de commencer à réfléchir à rajouter un coin. Donc, il nous faut une blockchain qui est un écosystème dans lequel les gens se projettent pour construire des services sur cette blockchain-là. Et ensuite, pour les tokens, alors ça c'est vraiment particulier parce que les tokens c'est une surcouche sur une blockchain particulière. Et là, on s'est rendu compte que il y avait 99% de trucs complètement dingues et qui n'avaient aucune valeur et beaucoup de scams potentiels ou des choses qui partent d'un bon sentiment et deviennent un scam. Et puis même des fois des trucs qui partent d'une volonté de scam ou de dire on s'en fout et puis finalement ça devient un truc sérieux. C'est très difficile d'avoir des bonnes clés de lecture là-dedans. Si on regarde pas que du côté trading en fait, hein, voilà. Et nous on veut regarder dans d'autres éléments. Et donc là on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de tokens qui en fait n'étaient qu'une représentation de quelque chose dans le monde physique, hein, ces fameux asset-backed tokens que les gens vendaient. Et là on avait un souci, c'est-à-dire que c'est pas des tokens qui forcément allaient purement dans le côté décentralisé, dans une économie décentralisée. Donc on savait que moi je savais qu'il allait y avoir des adaptations en fait par rapport à ça et c'est exactement ce qui s'est passé. La FINMA a fait un super rôle en fait. Donc la FINMA c'est le régulateur suisse. Il est venu et a dit tiens c'est vrai que dans les tokens il y a une grande variété. Bon, on a les crypto-monnaies d'un côté, elles ont une certaine caractéristique. Voilà, le Bitcoin, l'Ether en font partie. Et puis ensuite il y a
Il y a des tokens, et puis ces tokens, ils peuvent avoir différentes catégories. Ils ont commencé à catégoriser les choses, et c'était clair que pour les tokens qui sont des securities, qui sont des valeurs mobilières en Suisse, ça veut dire si vous faites un token qui représente, je sais pas moi, la valeur de l'or, ou la valeur d'un bien immobilier, ou la valeur d'un copyright, ou de quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est des tokens qui sont des valeurs mobilières, et ça nécessite une licence particulière en Suisse pour pouvoir les acheter et les vendre. Voilà. Donc, ces licences, elles ont un sens en fait. Elles ont un sens parce que le risque de tromper les gens à vendre des tokens qui seraient des valeurs mobilières sans avoir un certain nombre de garanties ou d'expertise dessus est trop important, et après les gens se retrouvent avec des tokens qui valent rien du tout. Donc il faut faire vachement attention à ça, et c'est plutôt une bonne chose en fait qui s'est passée. Donc nous, voilà, maintenant ça nous donne une marge de manœuvre en tant que broker. On peut commencer à rajouter des tokens si on veut. Choisi en fonction de ce qu'on pense et de vrais use case aussi, enfin, parce qu'on veut que ce soit utilisé pour de vrai. Voilà. Super. Et parce que, si je me trompe pas, hein, vous me corrigez si j'ai tort, je crois que sur votre site internet vous aviez aussi la crypto Augur, c'est juste. Oui, le REP, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, Augur, ça c'est un token. C'est un projet. Ah ouais, voilà, ça c'est un token particulier. Qui est déjà dedans ou... Alors nous on le vend déjà. Pour nous c'était le premier test en fait de token. Et pourquoi? Parce que on est vraiment passionné. Enfin moi individuellement je suis assez passionné par ce que fait Augur. Ça mériterait un podcast de votre part rien que sur ça, parce que c'est vraiment ils ont vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on amène la vérité, comment est-ce qu'on amène une information du monde physique dans la blockchain. Hein, ça aujourd'hui c'est le gros problème, c'est que les gens se rendent pas compte que quand on est dans une blockchain Bitcoin ou dans une blockchain Ether, la logique du système ne peut connaître que les informations qui sont dans le système. Voilà. Hein, on ne peut pas amener de manière sécurisée des informations de l'extérieur. Et ça amène beaucoup d'incompréhension sur l'utilité d'une blockchain particulière. Et Augur, justement, essaye de répondre à ça en disant comment est-ce qu'on amène les oracles à amener la vérité. Et ils ont développé une proposition, alors il faut voir si elle va fonctionner, mais c'est bientôt live, où en fait les oracles vont participer elles-mêmes à un jeu de gouvernance. Et il va y avoir en fait une compétition d'oracles à celui qui dira le plus la vérité, si on veut. Donc c'est un peu ça le jeu. Et pour finalement, et dans le cadre d'une économie où il y a des parieurs. Il y a des parieurs sur si les oracles vont amener la vérité ou pas. En fait, voilà, exactement. Voilà, il y a des gens qui parient et qui vont essayer de prédire l'avenir, et après il y a des oracles qui vont dire ça c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a tout un jeu d'incentive qui essaye de finalement appliquer la théorie des jeux, exactement comme le Bitcoin le fait avec le minage pour sécuriser pour donner la vérité du bloc, quel est le prochain bloc. Ben là en fait ils veulent amener la vérité sur des questions plus ouvertes. Et il y a tout un jeu comme ça. Alors c'est pas du minage, c'est de la compétition en termes de jeu d'argent en fait. Et on pense que ça va révolutionner la manière dont l'information financière va circuler sur la planète. Ça va remplacer beaucoup soit d'outils d'analyse, d'outils de prédiction, et surtout d'outils de vérification des données. Donc voilà. Donc pour terminer, on avait choisi ça, on avait sélectionné ça parce qu'on y croit beaucoup. Et puis pour nous, c'était un test de voilà comment est-ce qu'on gère des tokens chez nous aussi. Et puis voilà, ça va permettre d'ouvrir la porte à d'autres après. Super explication. Oui, moi, il y a juste aussi une question que je n'ai pas notée, si j'ose. Ouais. C'est en rapport avec les jeux vidéo. Vous êtes assez intéressé justement, j'ai remarqué aussi avec un petit peu avec les jeux vidéo. Vous avez quelques projets. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être un petit peu en parler, ou est-ce que c'est des projets qui sont encore juste des idées? Non, alors on a deux projets très concrets en fait.
Alors, déjà, déjà la question des jeux vidéo, pourquoi c'est important les jeux vidéo, c'est que c'est une des industries qui est en train de se construire, qui est une industrie du futur. Tout ce qui est le sport électronique, c'est super important. Et donc ça va aller de pair en fait, et pas juste parce que c'est quelque chose qui est en train de se construire maintenant et que c'est un truc qui se passe en Corée, alors on copie tout ce qui se passe en Corée. Non, il y a vraiment des conjonctions qui vont se faire aussi, même par exemple en matière de développement. L'expertise qu'ont les jeux vidéo, ce qu'on appelle on parle de gamification, et en fait dans l'industrie, toutes sortes d'industries, on gamifie beaucoup les interactions. Donc il y a beaucoup de travail sur le UX, sur les interactions qui sont faites par rapport au jeu. Donc il faut que le jeu, ça sublime en fait finalement une certaine expertise une certaine pas expertise ou une certaine compétence de la personne. Et donc là, c'est là où il y a des compétitions, et on va chercher de sublimer cette compétence au maximum. Mais dans l'industrie, finalement, on va faire pareil, parce que on va essayer d'automatiser au maximum de choses, et puis les gens ont envie de se sublimer dans une expertise particulière. Donc maintenant, ce qu'on fait nous, c'est que en même temps, les gens qui sont dans le jeu vidéo, c'est aussi nos clients, c'est aussi nos utilisateurs, et puis c'est des gens qui vivent dans ce monde du numérique, hein. Donc c'est aussi nos héros en fait. On veut leur fournir les meilleurs services. Donc on fait deux choses. On soutient une équipe, la Ninja Serve Team. C'est une équipe de jeux vidéo suisse qui est en train de se professionnaliser. Donc ils participent à différents types de concours de compétition. Voilà, ils ont plusieurs équipes, ils sont une trentaine en fait, c'est un club d'une trentaine de personnes. Et puis ils ont plusieurs équipes de différents jeux, et puis ils participent à différents trucs. Mais ils ont une approche qu'on aime beaucoup, parce qu'ils essaient de professionnaliser un petit peu le truc. Ils se voient vraiment comme une des grandes équipes suisses de compétition. Donc j'espère qu'on arrivera à les soutenir comme il faut, et à les suivre le plus longtemps possible. Enfin voilà, on aime beaucoup leur approche. Et puis l'autre chose qu'on fait, c'est que on soutient une association qui est l'association de jeux de e-game, de e-sport suisse. Et eux, ils lancent un projet qui est très très particulier, c'est qu'en Suisse, on n'a pas de grands éditeurs, on n'a pas de grands distributeurs de jeux. Voilà. On a pas mal de petits éditeurs qui fabriquent des jeux indépendants. Et en fait, on se rend compte que les grandes compétitions de jeux sont un peu bouffées par ces gros distributeurs, que ce soit Steam ou ou PlayStation, voilà, et en fait ils viennent, et puis c'est eux qui sponsorisent comme ça ces grands jeux, et puis ils focalisent les gens sur leurs jeux qui sont disponibles sur leur plateforme. Et alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir justement, développer le jeu indépendant. Donc là, on a mis un Bitcoin entier comme reward pour toute une campagne de jeux sur Retimed. Retimed, c'est un jeu suisse, qui est un jeu développé en Suisse et qui a droit à sa propre petite compétition en Suisse, fait par cette association. Voilà, ça va se terminer à la fin de l'année. Donc là, ils sont en train de faire les pré-saisons, et puis après, il y aura vraiment la ligue qui va commencer. Alors, c'est des jeux qui sont encore, c'est des mini-compétitions de jeux, ça attire pas des centaines de milliers de personnes, mais pour nous c'est important, parce que après cette industrie de jeux va s'organiser aussi avec les crypto-monnaies. Les in-game tokens que tu peux avoir seront des crypto-monnaies, seront des tokens qui fonctionneront sur une blockchain, et surtout seront transférables de jeu en jeu. Et en fait, à terme, je pense qu'on pourrait vraiment avoir un marché du jeu en réseau, où en fait un indépendant peut se lancer, se connecter à un réseau qui a un token, et sans être dépendant forcément d'un gros éditeur qui va prendre une grosse partie des fonds. Donc finalement, c'est ubérisé. C'est comme on dit que la blockchain va ubériser Uber, mais aussi c'est ces gros éditeurs de jeux qui vont y passer en fait. À voir comment ça se fait. Ça va pas se faire tout de suite, hein. Et l'avantage, c'est qu'en Suisse, on n'a pas ces gros distributeurs qui sont présents. Donc on peut s'organiser avec ces réseaux indépendants. Voilà. Donc nous, on les soutient là-dedans. C'est cool, on est content. Ouais. C'est des très jolis projets en tout cas, je trouve, pour le monde des games. C'est vraiment typique.
ces gens-là qui viennent finalement depuis le monde des cryptos, c'est eux qui connaissent quand même aussi un petit peu ce milieu. Donc je trouve ça vraiment génial en tout cas de soutenir tout ça. Ouais, je voulais peut-être juste encore poser une petite question par rapport en fait à la localisation précise de BT. Donc on se trouve dans un quartier qui est un petit peu atypique. Enfin, c'est quand même assez spécial, hein. C'est un peu industriel, il y a une rivière qui coule et puis... Enfin bref, c'est assez atypique. C'est un choix comme ça esthétique ou c'est aussi une histoire de prix d'infrastructure il y a un mélange de choses, c'est une opportunité. C'est clair que un de mes associés avait à disposition le bâtiment ici, dans lequel on est. Mais ça a toujours été, en discutant, on avait toujours réservé cet endroit-là en fait un peu pour ça en fait. Pour un projet de cette envergure-là. En fait, on est dans une ancienne usine qui avant était une usine, qui était très précisément une papeterie dans l'usine Suchard. Voilà, c'est une grande cité. Ça fait partie d'un grand complexe qui avant était une usine de chocolat, une chocolaterie. Mais il y a des trucs intéressants. Alors on est un peu comme ça, loin des regards. Donc on est un peu comme ça dans notre petite vallée à construire notre truc dans notre usine. Ça a un côté qui est assez attirant pour les gens. Mais surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a une histoire dans cette vallée. Et l'histoire, elle est aussi liée au... il y avait pas mal d'entreprises. C'est dans cette vallée-là, je crois, ont été imprimées les premières Bibles en français. Alors, vous allez me dire ce que vient faire la Bible là-dedans, mais en fait, quand on imprime une Bible dans une autre langue, ça fait partie de choses extrêmement révolutionnaires. Hein. C'est la première Bible en allemand qui a fait le début des révolutions en Europe. Et donc, en fait, finalement, ici, dans cette vallée-là, on a toujours eu un sentiment on travaille pour des choses un peu révolutionnaires, mais calme dans notre coin, voilà. On opère le changement. On opère le changement, et en fait, on se rend compte que, par exemple, les imprimeries neuchâteloises, qui étaient les startups de l'époque, finalement, hein, parce que vous êtes au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ils vous disent « Ah, on va faire une imprimerie ». C'était complètement dingue à l'époque de voir ça. Mais c'est elles elles ont eu un rôle très important dans la diffusion des idées révolutionnaires dans le monde. Parce qu'en fait, ils imprimaient ici, et ensuite, ils amenaient ça dans différents pays. Et en fait, si Rousseau venait à Neuchâtel, c'était pour rencontrer son imprimeur, en fait, en réalité. Voilà. Donc, il y a ce côté-là où, en fait, c'est des endroits industriels, mais qui ont toujours un peu aussi œuvré pour des formes de révolution. Donc, ça a du sens historiquement. D'accord. Écoute, je voudrais te remercier, hein, disons on arrive gentiment au bout de l'interview. Surtout, je vais remercier l'équipe en fait qui a su patienter sur son temps de midi, puisqu'en fait les gens mangent ici. Donc voilà, merci à toi pour toutes ces précieuses informations et puis d'avoir participé si sympathiquement à cet exercice. Tu veux dire le mot de la fin, parce que tu dis souvent le mot de la fin. Oui. Moi, je voulais surtout remercier du coup Alexis Roussel pour cette interview, c'était vraiment super intéressant. On apprend beaucoup de choses en même temps, puis c'est toujours agréable de parler avec vous. Et sinon voilà, moi j'avais pas grand chose à dire en plus. Surtout un grand merci. Mais de rien. Voilà. Merci.